Déjà pour commencer, qu'est-ce qu'on entend par changement de destination d'un bâtiment? La définition qu'on peut trouver sur le site entreprendre.servicepublic.fr, c'est le changement de destination consiste à modifier l'affectation de toute ou partie d'un bâtiment. Par exemple, vous pouvez transformer un commerce en habitation et inversement. Donc à partir de là, on se pose la question de la destination. Qu'est-ce qu'une destination? Il faut savoir que c'est le code de l'urbanisme qui vient définir l'ensemble des destinations. Elles sont 5, donc c'est le petit tableau que vous avez là, mais que vous n'arrivez peut-être pas à bien lire. Je vais vous lire les 5 destinations principales. Donc, l'exploitation agricole et forestière, l'habitation, le commerce et activités de service, équipements d'intérêt collectif et services publics, et pour finir, autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires. Ça, c'est les 5 rubriques principales. Et ensuite, vous avez 20 sous-destinations qui permettent de voir un petit peu, par exemple, pour habitation, vous avez logement ou hébergement. Et dès lors que vous allez changer d'une rubrique à l'autre, le changement de destination va être nécessaire. Et en fonction des cas de figure, vous aurez soit à faire un permis de construire, soit une déclaration préalable. Donc ça sera des choses qui seront à voir par la suite. Et donc, ce qu'il faut penser aussi, c'est que ces changements de destination vont affecter des bâtiments qui n'étaient pas pensés à la base pour de l'habitat. Donc là, j'ai fait un petit panel un petit peu de projets qu'on peut rencontrer nous au quotidien dans notre exercice en CAUE, avec justement, par exemple, vous avez des anciens garages, un ancien moulin, des dépendances, une menuiserie ou bien encore une gare. Autant d'éléments voilà, qui font qu'on n'était pas sur de l'habitat à la base, en tout cas pas de l'habitat humain. Là, c'était une notion que je voulais aussi évoquer avec vous, c'est que bien qu'on n'hébergeait pas d'humains, il peut y avoir toute une faune aussi dans ces bâtiments anciens, notamment en pierre. Et donc, ça, c'est un autre point de vue qu'il faudra bien sûr penser, c'est comment on fait pour faire cohabiter biodiversité et habitat. Ça serait peut-être l'objet d'un prochain rendez-vous d'ailleurs. Et donc, de manière plus générale, pourquoi s'intéresser aux bâtis existants ? Tout simplement parce qu'en fait, on hérite aussi de plusieurs années d'aménagement un petit peu sans contrainte. Donc là, pour vous donner quelques facteurs, c'était aussi, là vous avez une vue aérienne de 49 d'une commune de Loire-Atlantique, et en 2016, son expansion et son étalement urbain. Là, c'est une commune que je suis, mais potentiellement toutes les communes de Loire-Atlantique ont eu une expansion urbaine parce qu'il y avait une abondance de foncier et de ressources, justement. Il y avait aussi la facilité à construire sur un terrain vierge. À l'époque, on ne se posait pas la question du foncier et de ce que ça va devenir. Ensuite, on peut l'apercevoir sur ces cartographies, l'agriculture qui s'est profondément modifiée avec le remembrement et donc énormément de terrains qui ont été recomposés pour une agriculture beaucoup plus industrielle. Et donc voilà, justement, tout ça a fait que la démographie a aussi beaucoup changé. Il y a eu un exode rural, les modes de vie ont évolué. On peut aussi noter un désintérêt pour le petit patrimoine à l'époque. C'est vrai qu'une maison en pierre n'avait pas grande valeur, peut-être par rapport à une certaine idée de la modernité aussi qu'on pouvait se faire avec le rêve un petit peu pavillonnaire, d'avoir son propre pavillon et sa propre maison dans un lotissement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on essaye de faire différemment et de repenser complètement les choses. Pour continuer, peut-être quelques chiffres, juste pour mettre en perspective un petit peu le sujet. La Loire-Atlantique est un territoire toujours plus attractif. On l'entendait notamment avec 17 000 nouveaux habitants chaque année en solde positif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui arrivent, mais en balance, on a 17 000 nouveaux habitants. Et pourtant, il faut accueillir de plus en plus, mais sur beaucoup moins de foncier, parce qu'il y a cet objectif de justement d'arrêter de consommer du foncier. Et donc là, si on prend justement, c'est ce que vous avez en haut à droite, le plan départemental de l'habitat 2022-2027, donc qui vient d'être arrêté. On est sur des objectifs de 12 000 logements à construire par an, dont 5 000 logements sociaux sur cette période, 40 logements à l'hectare artificialisés à l'horizon 2030, ce qui équivaut à 2 fois moins d'artificialisation. Et donc, à l'objectif 2050, avec le ZAN, le zéro artificialisation net, on doit justement atteindre le zéro. Donc, c'est des vrais enjeux aujourd'hui, avec justement à la fois cet enjeu démographique d'accueillir de la population, et en même temps de réussir à bien l'accueillir tout en préservant la biodiversité.
Donc ça, c'est des choses qui semblaient importantes à mettre en lumière, avec aussi quelques notions sur la démolition, le fait qu'aujourd'hui, mine de rien, on continue toujours de démolir beaucoup de bâtiments qui ont une qualité, qui ont un facteur carbone quand même intéressant à prendre en compte. Et donc, si on prend quelques chiffres comme ça, qui sont issus de l'Alliance HQE, on est à 42 millions de tonnes de déchets pour la démolition liée au bâtiment. C'est plus que les ménages qui représentent 30 millions. Par contre, beaucoup moins que les travaux publics où on est à 185 millions. Et ils estimaient en 99 le coût de la démolition à 2,54 milliards d'euros. Donc là, c'est juste pour vous dire que la démolition, avant, semblait quelque chose d'évident ou de logique. Aujourd'hui, il faut penser différemment. Et comment on peut justement essayer de penser le bâti comme un déjà là, qualitatif, et qu'on peut potentiellement faire muter. Et donc, un changement de paradigme qui semble nécessaire, justement, avec le faire avec l'existant. Donc là, c'est pour illustrer, donc là, c'est une ancienne petite chapelle qu'on a sur le territoire, et malheureusement, qui est en train de tomber complètement en ruine. C'est aussi ça l'enjeu, c'est de pouvoir faire prolonger la vie d'un bâtiment. C'est à la fois écologique, pour des raisons de réemploi, justement, c'est aussi sociétal, c'est continuer de faire vivre ce patrimoine, de permettre sa transmission. Le volet culturel, bien sûr, là qui plus est sur un patrimoine remarquable, et aussi économique. Ça permet mine de rien de relancer des filières, de faire perdurer certains métiers peut-être un petit peu plus oubliés. Et donc c'est tout ça qui aujourd'hui anime notre volonté d'agir au sein du CAUE. Et donc faire évoluer le bâti, oui, mais pas n'importe où. Là, c'est encore une autre image issue d'un accompagnement. Il ne faut pas oublier que là, par exemple, ce que je voulais illustrer par cette image, c'est la prédominance de l'agriculture en zone agricole, par exemple. Ça, c'est quand même quelque chose qui semble aussi important. Il ne faut pas que les activités se nuisent les unes les autres. Pas n'importe lequel non plus. On va le voir un peu plus tard dans la présentation, mais un bâtiment qui peut changer de destination a de fait quand même une architecture intéressante. C'est notamment le cas du moulin qu'on a complètement sur l'image à gauche, où on voit un patrimoine marie-ligérien très intéressant. Par contre, peut-être que les deux appentis en parpaing et toiture métallique, eux, n'auraient pas d'intérêt à être justement réhabilités. La photo du milieu, justement, on peut se poser la question de ce petit pavillon avec son appentis en pignon qui commence justement aussi à s'effondrer. Et après, petit clin d'œil juste à côté, avec cette notion de ruine. Ça, c'est quelque chose dont je voulais vous parler. Beaucoup de personnes viennent me voir en disant j'ai acheté une ruine, je voudrais la réhabiliter. La ruine, c'est quelque chose de très dangereux, notamment d'un point de vue législatif. Si jamais un agent immobilier vous propose une ruine, pensez-y à deux fois avant de vous lancer, parce que justement, on ne peut pas réhabiliter une ruine. Et donc, il y a beaucoup de jurisprudence là-dessus, mais en tout cas, il faut savoir que quand on a moins de 3 murs entiers encore debout, en théorie, on est sur une ruine, justement. Et donc, faire évoluer les bâtis, oui, mais pas n'importe comment. Là, c'est une image qui est assez marquante, en tout cas nous, qui nous a marqué au CAUE, avec justement cette isolation thermique par l'extérieur, où on a justement cette petite vierge qui se retrouve un peu complètement isolée, pour le coup, sans mauvais jeu de mots, mais alors avec une perte évidente d'identité et de patrimoine. Et donc c'est qu'est-ce qu'on arrive justement à transmettre aussi aux générations futures. Et donc, dès lors qu'on va avoir un changement de destination, on souhaite quand même qu'il y ait une notion de qualité architecturale. On ne va pas transformer un bâti ancien en le dénaturant complètement ou en arasant ses pignons, par exemple. Et donc, là, pour illustrer les enjeux actuels concernant le bâti existant, une photo d'un projet de l'agence Bertin Bichet, où là, c'était la transformation justement d'un ancien garage en loft. On verra un autre projet tout à l'heure un petit peu dans le même esprit. Où là, quelques enjeux, encadrer donc la mutation de manière qualitative, mais tout en l'adaptant aux usages d'aujourd'hui. Parce que c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on est sur un bâtiment qui n'était pas de l'habitation, et en même temps, on veut avoir de la lumière naturelle, on veut avoir un certain confort, donc ça demande certains choix. Ensuite, de réussir à concilier les qualités du bâti ancien, donc de reconnaître ses qualités intrinsèques, et en même temps réussir à le faire évoluer. On le voit bien avec les questions d'énergie qui arrivent là et qui sont encore plus sur le devant de la scène, réussir à trouver un entre-deux tout à fait qualitatif.
Et ensuite, un vœu pieux un peu qu'on fait au CAUE, c'est d'inciter massivement à la rénovation, la restauration et la réhabilitation du bâti existant. Et ça, on espère que ça passera par des politiques publiques très ambitieuses, justement, pour permettre cette mutation qualitative. Et donc là, pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, je me suis permis d'aller fouiller un peu dans certains PLUI du département et j'ai trouvé une vue aérienne pour vous montrer un peu le principe de zonage en urbanisme, où là vous allez avoir juste ici une masse, on va dire, agglomérée qui correspond à la zone urbaine, la zone U, avec différents zonages. Ensuite, tout ce qui est en jaune, ça va être les zones agricoles. Et après, toutes les zones naturelles. Et donc là, on va avoir un patchwork un petit peu qui nous permet de savoir dans quel secteur on va pouvoir évoluer et quelles règles vont aller de pair. En zone urbaine, on se dit souvent, bon, bah, c'est beaucoup plus facile parce que justement, on est sur une zone qui doit pouvoir être densifiée. C'est un enjeu, justement. On a tous les réseaux qui arrivent, toutes les routes. Donc, le but, c'est de densifier, mais pas n'importe comment, justement. Et donc, par exemple, juste la question du stationnement peut être quelque chose d'assez épineux. On accepte toujours plus de densification. Par contre, à Nantes, on a par exemple tous les systèmes de tram, de busway ou autres qui permettent de contrecarrer un peu cette question du stationnement. Mais dans d'autres communes plus rurales, quand on a un immeuble de bourg ou de ville qu'on veut diviser en appartements, comment faire pour gérer le stationnement? Et donc avec parfois des documents d'urbanisme aussi qui vont amener certaines contraintes. Et parfois des documents d'urbanisme un peu plus vieillissants, on va dire, ou en tout cas plus anciens, qui sont un petit peu caduques déjà, et donc qui vont poser d'autres questions et parfois quelques soucis réglementaires. En zone naturelle, là, on le voit bien, c'est la prédominance justement de cette qualité, notamment au niveau là, des marais. On n'est pas très loin de Nantes, mais dans ce très beau site de marais où on sent bien la thématique de l'eau qui est à préserver justement. On n'imagine bien sûr pas construire là, mais même si on construit à côté, comment on fait pour maintenir l'équilibre des milieux et justement la richesse de la biodiversité. Et donc en zone naturelle, on ne peut pas construire. Et pour finir, la zone agricole, où là justement c'est un hameau, c'est une photo qui a environ 10 ans qu'une collègue m'a montrée, je l'ai trouvée très intéressante. On a juste un peu peur que ce hameau ait beaucoup muté justement parce qu'il est un peu resté dans son écrin. C'est-à-dire qu'on a très peu les clôtures par exemple, ça reste très ouvert, vraiment dans une logique plutôt rurale, de rusticité. Et en même temps c'est comment il va pouvoir évoluer parce que c'est un bâti vraiment qualitatif et donc ça demande un regard justement assez fin pour le faire évoluer dans de bonnes conditions. Petit rappel aussi, en zone agricole, seuls les agriculteurs peuvent construire en lien avec leur activité. C'est-à-dire que même un agriculteur qui arrive à justifier justement du besoin d'être là 24 heures sur 24 peut potentiellement construire sa maison. Par contre, la maison est indissociable de la ferme, justement. Et donc voilà, ça c'est un des sujets aussi qui est assez important, la mutation de ce bâti très qualitatif. Et donc, par contre, dès lors qu'on autorise potentiellement le changement de destination en zone agricole, il faut remplir certains critères. Donc là, la liste n'est pas exhaustive, mais les critères principaux, c'est déjà ne pas nuire à l'activité agricole. Donc ça, c'est-à-dire que dès lors qu'on propose ou dès lors qu'on permet à un habitant de s'installer, on peut potentiellement créer un tiers par rapport à l'activité agricole. Et donc, ça pourrait empêcher l'agriculteur de se développer ou de diversifier son activité. Donc ça, c'est la première chose, c'est la règle de réciprocité, on appelle ça. Ensuite, il faut une qualité architecturale existante, indéniable, on va dire, donc moyennant des critères, mais par exemple, une porcherie en fibrociment n'a aucune logique à muter vers de l'habitat, parce qu'on est sur un bâtiment qui n'a pas de qualité propre. Et après, un autre point quand même important, c'est vu qu'on est souvent très loin des réseaux, il faut pouvoir être autonome avec un assainissement individuel. Et donc là, pareil, toujours le PLUI où je suis allé un petit peu me balader. Je voulais vous montrer concrètement comment on voit si un bâtiment peut changer de destination ou non. C'est la petite pastille rouge que vous avez, juste ici. Là, ça peut prendre différentes formes. On dit souvent étoilé, un bâtiment étoilé, c'est-à-dire qu'il a été repéré pour pouvoir changer de destination. Là, c'est une petite pastille rouge. Et donc, ça veut dire que le bâtiment qu'on voit complètement sur la droite, ici,
peut potentiellement changer de destination. On le voit parce que dans sa volumétrie, il est resté intact. On a une génoise ici sous forme de corniche qui est assez intéressante et des ouvertures qui ont encore été très peu modifiées. Par contre, on voit un enduit ciment qui fait que la maçonnerie ne respire pas du tout. Et après, on peut juste avoir un petit peu peur quand on voit la maison à côté qui a, elle, été déjà isolée par l'extérieur avec ce bardage en ITE. Donc, évolution possible, oui, mais comment? Là, ça sera le projet qui sera à voir. Et donc, un message aussi que je voulais vous faire passer, c'est que le changement de destination peut s'avérer complexe. Ce n'est pas forcément quelque chose de simple. Souvent, je vois des personnes qui arrivent en disant, voilà, je veux poser les toilettes ici et la cuisine là. Avant tout, déjà, on regarde au niveau urbanisme comment ça peut se faire. Et donc, en amont, n'hésitez pas à solliciter le service urbanisme de votre commune pour déjà essayer de voir les possibles, de venir nous rencontrer, soit ici à Nantes, soit dans les différentes intercommunalités, pour déjà échanger avec l'architecte conseil. Et pourquoi pas faire appel à un confrère ou une consoeur justement pour faire une étude de faisabilité. Si vous souhaitez aller plus loin, on le verra avec un projet tout à l'heure très intéressant. Et donc, un outil quand même dont je parle beaucoup, et là je souhaitais vous le faire la promotion ce soir, c'est le certificat d'urbanisme opérationnel, le CUB. Ce document donc, qui peut se faire directement en ligne et qui permet de vérifier la faisabilité d'un projet. On n'en est pas encore au projet architectural, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de savoir à quoi va ressembler précisément le projet, mais c'est déjà de vérifier est-ce que c'est faisable ou pas faisable. Et un site de ressources qui a été créé donc, par le CIE 44 il y a quelques temps, qui s'appelle Rénover sa maison 44, et qui donne vraiment une masse d'informations assez importante avec justement donc, des fiches info, des fiches techniques et des fiches projets. Et par exemple, j'ai extrait juste une de ces fiches-là, que vous pourrez peut-être consulter un petit peu plus tard ou aller sur le site justement, mais qui montre la diversité de vocabulaire qu'on peut avoir dans le projet. Donc par exemple, la rénovation, la restauration, la réhabilitation. On n'a pas la même logique de projet derrière chacun de ces mots. Et donc pour finir, le changement de destination nécessite un travail à plusieurs échelles et par plusieurs acteurs. Au démarrage, c'est déjà un repérage fin lors de l'élaboration du document d'urbanisme, c'est-à-dire tout ce travail de pastillage d'étoiles permettant d'indiquer si un bâtiment peut muter ou pas, il faut quand même le faire. Et c'est un travail fin qui demande un arpentage global de la commune. Donc ça, c'est un peu la base. Ensuite, le pétitionnaire qui arrive pour tiens, je veux acheter ce projet-là, je me projette pour faire telle ou telle habitation. Donc ça, c'est la genèse du projet. Et ensuite, la conception d'un projet alliant à la fois la qualité du bâti ancien et l'adaptation aux enjeux actuels. Et donc ça se passe avec un professionnel. Et donc nous, on ne peut qu'encourager le recours à un architecte pour faire ça, parce que c'est justement c'est complexe. Et c'est ce que vous allez voir dans les 3 projets qui vont suivre. Ou autrement, par un maître d'œuvre, bien sûr. Et donc, avant de passer la parole à mes confrères et consoeurs, je voulais faire un petit zoom, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur la bibliographie, sur un projet qu'a réalisé Philippe Madec, donc un architecte très connu pour son manifeste, justement, pour une architecture frugale. Mais donc, c'est un projet qui montre la genèse entre une écurie, donc c'est ce que vous voyez juste ici, un bâtiment qui était dans le Finistère Nord, qui était un petit peu à l'abandon, dans une carrière, et tout le travail qu'il a fait pour à la fois garder ce patrimoine lié au terrain, à la carrière qui était juste derrière, à cette maçonnerie de pierre très qualitative, et en même temps en l'adaptant aux enjeux modernes. Donc l'intérieur, voilà, vous n'avez pas du tout l'impression d'être dans une écurie parce que tout a été revu justement avec une certaine logique de rusticité justement, où on revient au béton de chanvre par exemple, avec un enduit chaud-chanvre à l'intérieur pour éviter l'effet parois froides, un système de ventilation naturelle qui a été permis justement parce qu'il a réussi via la loi LCAP, justement, a prouvé qu'il arrivait à faire aussi bien qu'avec un système classique de ventilation mécanique contrôlée. Et donc toute la notion de qualité de l'air aussi, avec des cloisons bois porteuses, clouées et non collées. Et donc ça, c'est un projet qui est expliqué dans le bouquin qui est disponible justement juste à l'accueil. Si vous voulez le feuilleter, n'hésitez pas, et qui explique vraiment toute cette logique de projet.
Voilà, je pense que j'ai assez parlé. Pour vous introduire le sujet un petit peu, là, je vais passer la parole donc, à trois agences qu'on a souhaité mettre en valeur avec ma collègue donc, Anne Gontier, paysagiste, avec qui on travaille sur le rendez-vous, pour aller plus loin, justement, et pour pouvoir montrer concrètement trois projets. Le premier, un loft dans une cave viticole, donc dans le vignoble nantais, par Alexandra Crémois, justement architecte de Tipeee Architecte. Jamétrie, donc là, un projet en zone agricole avec Judith Busson et François Catoni. Et pour finir, un projet du collectif Faro avec Pauline Barlier et François Péchereau, ici en ville, du côté de Rosé. Donc je vais passer la parole à Alexandra. Alors, je me présente donc Alexandra Crémois de l'agence Tipeee Architecte. Je suis architecte depuis 24 ans. Donc, j'ai eu la chance de travailler au sein de belles agences nantaises, l'AIA, Formasis, pour ne citer que, grâce auxquelles j'ai pu travailler dans des projets d'envergure, des lycées, des hôpitaux, des équipements publics. Et puis, il y a 7 ans, j'ai monté l'agence Tipeee, donc en 2015. J'avais vraiment une volonté de me rapprocher d'une échelle plus humaine de l'habitat de manière générale, de par mon histoire personnelle et puis par vraiment une accroche sur la rénovation. Donc, effectivement, depuis 2015, je fais de la rénovation, en particulier donc, du patrimoine ancien. Alors, ça peut aller des bâtisses en pierre, ça peut aller aussi sur du passif, puisque j'ai eu la chance de faire une rénovation en pierre, en passif, il n'y a pas très longtemps. C'était un peu sportif. Donc voilà, et donc toujours avec une certaine éthique qui prend toujours, enfin encore plus son sens aujourd'hui, puisque à travers la transition énergétique, donc tout un côté éco-responsable, ça peut être à travers une démarche, mais bien sûr à travers les matériaux, des matériaux biosourcés quand on peut. Donc je cherche toujours ça effectivement dans tous mes projets, quelle que soit la personne que j'ai en face. Et donc j'ai... Ah lui, alors du coup, hop. J'aurais dû mettre ça d'abord. Donc voilà, donc je m'arrête là pour ma présentation. N'hésitez pas, si vous avez envie, d'aller faire un petit tour sur mon site et sur Instagram. C'est un moyen de communication pour nous, je trouve, qui est assez intéressant pour... alors c'est vrai que c'est moins académique que nos études d'archi, voilà, mais ça permet peut-être de rendre notre métier un peu plus accessible et puis d'en parler de manière un peu plus fluide à un grand public qui n'a pas forcément l'habitude. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire du projet de Benjamin et Émilie, donc sur le changement de destination. Donc comme le disait Julien tout à l'heure, moi je suis typiquement là avec ce projet-là dans une zone agricole. Et pour parler de ce projet-là, j'ai essayé de le mettre en fait dans un contexte, c'est pour ça que j'ai pris le temps de faire un petit sommaire, sur vraiment le développé qu'on va avoir nous dans notre projet de manière générale. Donc en 5 grandes étapes, on va dire, du premier contact, l'étude de faisabilité, comme on disait tout à l'heure, ça c'est un point super important. La phase d'étude, ça veut dire que quand on dépose le permis de construire, effectivement, on s'est assuré que ça fonctionne et qu'on ne va pas avoir un refus. Des incomplets, on peut en avoir, mais qu'on évite un peu le refus, c'est quand même mieux. Et donc le DCE, qui ne fait pas partie vraiment du sujet aujourd'hui, mais c'était pour en parler aussi, pour avoir la mission complète et la réalisation de l'ouvrage. Donc voilà, donc le loft d'Émilie et Benjamin, donc c'est un projet qui date de 2015 pour moi et qu'ils ont réalisé eux on va dire en éco-construction, puisqu'ils ont réalisé eux-mêmes le chantier avec des artisans qu'ils connaissaient. Enfin voilà, eux ils sont nés ici, leur grand-père était ici. Enfin voilà, c'est vraiment, ils sont nés dans cette commune. Donc le premier contact, j'en parlais tout à l'heure, au début, c'est vrai qu'en fait chaque projet est unique. C'est vraiment lié à votre image, à votre personnalité. Donc c'est vraiment important de se comprendre et de vraiment faire le lien entre vos souhaits, ce que vous avez vu. Je trouve que de plus en plus, c'est vrai qu'avec que ce soit avec la télé ou avec Pinterest, on vient nous voir avec des images, mais qui ne sont pas toujours possibles dans la réalité. Donc voilà, donc le but, c'est sur ce premier rendez-vous. Moi, je sais que je le fais sur site. Et puis on voit ensemble pendant au moins 2 bonnes heures effectivement vos souhaits et la coordination qu'il peut y avoir avec. Sur ce rendez-vous, moi en fait, ce premier contact, je vous fais un compte rendu en fait sur lequel on a tout un récap, un peu comme disait Julien tout à l'heure, avec la réglementation, ce que vous pouvez faire ou pas faire, une proposition de planning aussi évidemment. Voilà, et je vous ai mis en rouge, d'autant plus que lorsque nous sommes dans des secteurs agricoles, naturels ou classés. Personnellement, j'ai pas eu à travailler dans des sites naturels, mais agricoles, j'ai au moins 5 ou 6 projets. Et les classés, beaucoup. Étant sur Clisson, on a souvent
les architectes des bâtiments de France qui sont là. Donc l'étude de faisabilité, elle est super importante. Donc là, vous voyez le projet avant et après. Donc effectivement, avant, c'était on en parlera tout à l'heure, c'était une vieille grange. Il y avait toute une partie, en fait, la partie haute. Alors, comment ça marche? Hop là. Cette partie-là, pardon, qui était en fait pour une grange, rangement à foin. Et puis ici, en fait, la partie où il y avait des cuves enterrées, puisqu'en fait, Prosper, de son prénom, était propriétaire donc de tout ça. Et en fait, il avait les deux activités sur cette bâtisse. Et donc, le projet est réalisé aujourd'hui. Enfin, moi, c'est des plans que j'ai dessinés en 2015. Le chantier s'est fait, on va dire, en 2015-2017 à suivre. Donc, les trois grandes étapes de la faisabilité, on en a parlé, c'est vrai, un petit peu tout à l'heure, c'est les réglementations, le zonage du PLU et donc les outils. Voilà. Donc là, les réglementations, donc ça c'est le projet réalisé aujourd'hui. Le PLU, bon, c'est bien, je n'ai pas besoin de me répéter, on en a parlé tout à l'heure, c'est effectivement le droit à construire, donc ce document il est inévitable. C'est les premières conditions de votre projet, donc c'est important qu'on puisse le lire dans la faisabilité et dans le compte-rendu pour pouvoir vous donner un petit peu ce qu'on peut faire ou ne pas faire. C'est plusieurs contraintes, c'est le gabarit, c'est effectivement les zones, qu'elles soient ABF, architecte des bâtiments de France, protégées, des zones à risque. Il peut y avoir des PPRI, des plans de prévention des risques. J'ai travaillé moi sur Grenoble pendant un certain temps. On avait effectivement des contraintes par rapport aux avalanches. Voilà. Et puis après, ça associe aussi effectivement la réglementation thermique, même si aujourd'hui, dans la rénovation, on est toujours en RT existant. Moi, j'ai eu un cas il y a 15 jours où il peut y avoir des confusions auprès des services instructeurs ou de au service urbanisme où effectivement on commence à nous demander la RE 2020 et en fait voilà, donc là pour ça il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'un bureau d'études. Enfin moi en tout cas je travaille régulièrement avec des bureaux d'études thermiques qui m'aident à effectivement bien analyser les choses qui peuvent être plus ou moins c'est important de lire entre les lignes et puis le lien effectivement avec votre budget puisque c'est le nerf de la guerre. Voilà, la faisabilité donc, en termes de zone PLU, donc la cartographie et le zonage PLU, on en a parlé tout à l'heure, puisqu'en fait on a effectivement une zone, donc là en l'occurrence la zone agricole pour ce projet-là. Et puis on a la cartographie et le règlement qui va avec. Julien, tu n'en as pas parlé, mais je trouve que ce qui peut être important aussi quelquefois, c'est les géoportails de l'urbanisme. Il suffit juste de noter l'adresse et ça peut vous éditer une fiche où vous savez effectivement dans quelle zone vous êtes et puis ça vous fait un lien en fait vers toutes les communes n'ont pas une cartographie active comme sur Nantes. Donc voilà, donc la particularité de ce projet, c'est que j'étais en zone agricole. Donc ce projet-là, c'était en 2015. J'allais dire à l'époque, ça s'est plutôt bien passé. Mais je vous ai mis ici, effectivement, donc Julien l'a dit tout à l'heure, être agriculteur, exploitant. J'ai eu 3 projets il n'y a pas très longtemps, dans l'année, où effectivement, moi, c'est la première fois que ça m'arrivait. Et quand j'ai lu le règlement et qu'on m'a dit, que c'était écrit effectivement qu'il fallait être exploitant, sinon ça ne marchait pas, j'ai eu un coup de chaud parce que je n'avais pas demandé le métier des personnes qui étaient venues me voir. Et effectivement, ils étaient exploitants, ils reprenaient en fait l'exploitation du papa en l'occurrence. Donc voilà, les zones sauvegardées, c'est vrai que j'ai eu un projet en pleine campagne, c'est le cas de le dire, qui était classé petit patrimoine et en fait on ne le savait pas, la mairie non plus. On a déposé une DP. Et puis on a eu un refus, à la grande surprise de tout le monde. En fait, on avait mis des photovoltaïques et les ABF ont refusé. Donc c'était plus ou moins. Donc on a redéposé. Donc là, je reparle aussi effectivement le plan de prévention des risques, toutes ces choses-là. La RT, c'est vrai que la RT existant, la RT 2012 et la RE 2020, sur un projet il y a 15 jours, j'ai appris. J'étais partie pour déposer un permis de construire et en fait avec j'étais plutôt partie pour déposer une DP et la mairie m'a demandé d'avoir un permis de construire parce qu'en fait dans les combles on avait des combles qui étaient aménagés, qui n'étaient pas aménagés, qui étaient avant pour du grenier à foin et on aménage plus de 20 mètres carrés donc du coup je vais être obligée de passer avec un permis de construire. Les outils, le temps, l'humain, le budget, ça c'est vrai que c'est super important. Je vais commencer par l'humain et le temps parce que c'est important d'avoir un bon rapport. Alors effectivement, c'est des projets de vie, mais je trouve que c'est important de prendre le temps d'aller voir les interlocuteurs, que ce soit les voisins, les services instructeurs, les mairies. Je trouve que c'est bien effectivement de les voir avant.
Et puis de prendre le temps de chaque phase. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Le financement, effectivement, c'est essentiel. Attention aux exigences des banques, parce qu'effectivement, ils ne demandent pas toujours les mêmes choses. Et puis, quand bien même, si par exemple, vous avez 200 000 euros potentiellement, vous avez peut-être, vous, envie de mettre que 100 000 euros sur votre projet et puis de faire autre chose avec les 100 autres 1000. Donc, et il ne faut pas hésiter aussi à demander. Il y a des organismes spécialisés comme Solia qui va vous orienter en fait sur des aides possibles. Il y a l'ANA, MaPrimeRénov', enfin voilà, il y a plein de choses aussi qui sont possibles de ce côté-là. Et puis pour en revenir à l'outil, moi personnellement j'utilise Archicad. C'est vrai que c'est un outil que j'aime beaucoup, qui est très qui me permet de travailler en fait en 3D. Alors effectivement les premiers croquis, c'est dommage sur ce projet-là, je les ai plus. Les premiers croquis sont à la main, et puis c'est vrai qu'inévitablement, pour se faire comprendre, là notamment, Émilie, elle n'arrivait pas à se projeter dans les espaces. On avait des niveaux différents, des grandes hauteurs, une différence ici de niveau là qui était en fait due à aux anciennes cuves. Elle n'arrivait pas à se projeter, donc j'ai fait effectivement la maquette assez vite pour qu'elle puisse se projeter assez rapidement, en tout cas en bonne et due forme. Donc voilà ce que c'était en fait avant. Moi, quand je suis arrivée, ils avaient déjà rénové la première partie en fait ici, et ils habitaient on le verra dans les plans tout à l'heure, ils avaient une petite partie salon, salle à manger qui était tout ensemble, avec la caravane qui était encore là. Et puis ça, ils avaient une mezzanine avec leur chambre et un petit coin salle d'eau. C'est tout. Et donc l'espace à côté, voilà, on avait ce grand espace-là qui avait déjà été plus ou moins épuré par leurs premiers travaux. Mais ils avaient tellement la tête dans le guidon qu'ils n'y voyaient plus très clair. Donc voilà, la grange de Prosper réhabilitée. Et donc là, je vous ai mis cette petite anecdote parce que je trouvais que, moi personnellement, j'en avais jamais vu. Et donc ce qu'on a été obligé de détruire, c'est ces espèces de cuves. Donc en fait, c'est des cuves qui sont enterrées. Alors là, j'ai mis un petit laïus parce que du coup, j'avais peur de ne pas m'en rappeler. Mais en fait, a priori, c'est très commun, très courant dans le muscadet. Les cuves sont enterrées en fait pour une histoire de température. Et en fait, c'est pas de la faïence, en fait, c'est des espèces de carreaux de verre, c'est ni de la céramique. Et donc, du coup, il a fallu qu'on démolisse ça, puisqu'en fait, on avait besoin d'être un peu plus bas pour passer les réseaux. Donc, on s'en est servi en même temps pour mettre un peu de remblai dedans. Donc voilà. Et en fait, pour la petite histoire, en fait, les joints et le fond en fait des cuves étaient encore une espèce de poudre un peu dorée, qui sont en fait les lits. Quand on dit muscadet sur lit, en fait, c'est des espèces que je me trompe pas, c'est des levures en fait, qui font que ça donne plus ou moins des arômes au vin. Donc voilà. Donc ça c'était. Donc après on le verra sur les slides d'après, puis on l'a vu un petit peu sur les photos d'avant. En fait, vraiment dans ce projet-là, pour moi, ce qui était important, c'était effectivement de garder les gabarits d'ouverture sur la façade principale, de la perspective offerte sur le grand paysage, puisqu'en fait on est plein sud. Et puis après on avait une composition en fait sur la grande verrière, qui elle était nord-est, donc qui était grande, mais qui était déjà existante et qui en même temps était assez proche des voisins. Et puis les jeux de hauteur et des différences de niveau dans le projet de manière globale. Donc là, on arrive sur la partie conception. Je vais passer assez vite dessus, mais effectivement, on suit on va dire des étapes qui se déroulent de la phase, alors une fois que la faisabilité en tout cas est faite, de la phase esquisse jusqu'effectivement au chantier. Donc on a la phase esquisse, APS, avant-projet sommaire, avant-projet définitif, le pro, l'exé, le DET et tout ce qui va avec. Donc effectivement, quand besoin, moi je demande régulièrement l'avis effectivement des bureaux d'études thermiques. Ça peut être aussi en structure quand on a besoin même si on est dans l'existant, pour un renforcement de mur. Donc là, en fait, typiquement sur ce projet-là, ça par exemple, dès nos premiers rendez-vous, quand j'ai vu qu'elle n'arrivait pas à comprendre, j'ai monté la maquette très rapidement. Donc, même si c'est des petits volumes comme ça, on pouvait se balader un petit peu dedans. Elle arrivait mieux à comprendre comment on pouvait, parce qu'effectivement, là, on est sur une partie qui est basse, qu'ils avaient déjà réalisée, la mezzanine qu'ils avaient faite. Et là, en fait, on était déjà un peu plus haut. Et puis là, du coup, on avait un décaissé. Donc, on s'est promené autour de tout ça. Et alors, c'est vrai que nous, les façades ou les coupes vont nous parler, mais c'est vrai que ces espèces d'axonométrie sont assez parlantes pour le particulier. Ça, par exemple, c'est le stade juste avant de déposer le permis de construire. Donc, c'est une coupe perspective pour ce projet-là, inévitablement, avec les différences de niveau qu'on avait un petit peu partout, pour avoir quelque chose de fluide. Mine de rien, on a appelé ça un loft, mais ce n'est pas si grand que ça.
Et donc, du coup, pour optimiser les espaces, j'avais travaillé avec eux vraiment très en amont sur du mobilier, parce qu'en fait, ils avaient aussi beaucoup de mobilier, soit chiné, soit qu'ils avaient retapé, qu'ils voulaient garder. Donc voilà, donc là, en enlevant la partie du mur mitoyen, et donc sur, on va dire, une coupe axonométrique, et du coup, une fois que j'en suis là, on peut déposer le permis de construire en bonne et due forme. Je vous ai mis ici en fait un exemple de permis de construire qui n'est pas celui du projet, parce qu'en fait il datait de 2015 et il était moins complet que ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, alors non seulement on nous en demande de plus en plus, mais c'est vrai que c'est important de bien se faire comprendre. C'est vrai qu'aujourd'hui les communes sont regroupées sur les communautés de communes, les instructeurs ne connaissent pas forcément leur territoire, aussi bien que nos maires ou nos élus d'avant. Donc inévitablement, c'est vrai que si on veut bien se faire comprendre, moi j'ai tendance à effectivement, bon, alors après, il y a des pièces obligatoires, hein, le plan de situation, le plan masse avant-après, où là, évidemment, on va parler des réseaux, puisqu'effectivement, le fait de l'assainissement autonome, il faut avoir la demande, enfin, faut avoir fait une étude de filière avant, et c'est l'attestation du SPANC qu'on va joindre au permis de construire. Les profils avant-après, c'est surtout important quand on est sur du... Là, typiquement, ce projet, c'était l'exploitant. Et derrière, la petite annexe, qui était une annexe complètement, enfin, comment dire, en très mauvais état, on l'a démolie et reconstruite en lieu et place. Et donc, l'accès sur le terrain se faisait ici. Et puis après, on avait les grands champs par derrière. Donc, dans le permis de construire, on a une pièce qui est importante, qui est la notice, où on va décrire le projet, l'avant, l'après. Et puis après, façade par façade, on va développer l'avant-après, pareil, jusque-là. L'insertion paysagère qui est importante, donc pour montrer effectivement le gabarit, alors soit des ouvertures, soit l'insertion dans le projet, enfin le projet dans son environnement. Là, on avait le petit bout de démolition derrière, et ça c'est pas obligatoire, mais moi je le mets toujours en fait pour avoir les projets, pour avoir le plan en fait avant et après très détaillé. À savoir que pour la petite histoire, sur ce projet-là, on a eu 3 ou 4 allers-retours avec ce que faisait voir Julien tout à l'heure sur le CERFA, ou pour comment dire, pour les surfaces, puisqu'en fait on avait pour ce projet un énorme vide sur séjour, et du coup les instructeurs ne comprenaient pas pourquoi dans le projet j'avais 60 mètres carrés en moins que sur l'existant. Ça faisait un peu beaucoup d'isolation, donc voilà. Donc ça c'est les slides de manière un petit peu plus grosse. Donc voilà, donc ça c'est le fameux CERFA. C'est juste une page, mais je trouve qu'on y passe des heures, et c'est vrai qu'il faut bien le faire entre l'exploitation agricole, ce qu'il y avait donc en surface existante avant, la surface créée, la surface par changement de destination, enfin voilà. Il y a aussi une aide pour le calcul de ces surfaces, je ne sais plus comment elle s'appelle, une planche du service qu'on peut trouver en ligne sur justement le calcul de ces surfaces. Et ça, c'était plus pour vous donner un exemple. Quand on fait une petite extension, ce qui a été le cas sur plusieurs de mes projets, on nous demande quand même la RT 2012. Donc voilà une des pages de la RT 2012 pour les résistances thermiques des parois. Et puis ça, très rapidement, parce que je vois qu'Anne est déjà là, le choix des artisans, c'est inévitablement un choix très important pour le projet, parce que nous, on peut vous dessiner tout ce qu'on veut. Si c'est pas bien réalisé, c'est pas génial. Donc voilà, donc ça, j'ai tendance à alerter souvent. Surtout en ce moment, on prend beaucoup de temps, inévitablement, parce qu'en fait, on a même les artisans qu'on connaît bien et avec qui on a l'habitude de travailler, on les relance beaucoup, parce qu'ils sont débordés. Et c'est vrai qu'avoir des devis aujourd'hui, c'est franchement sportif. Et puis si on le fait trop vite, on va oublier des choses et c'est pas mieux. Là, ça, c'était les plans du projet. Et puis le projet réalisé, fini, avec donc du coup une petite slide sur la réalisation du chantier, la réception des travaux. Là, c'est une vue effectivement qui est un peu déformée parce que c'est pas aussi grand que ça, mais voilà, du volume principal du coup de Benjamin et Émilie. Et puis quelques photos donc du projet réalisé avec la partie. En fait, là ici, on est dans la partie en fait. La première partie qu'ils avaient rénovée, et puis du coup la deuxième ici sur laquelle je suis intervenue. Donc voilà. Donc nous allons vous présenter le projet Géométrie, qui est un projet qu'on a en ce moment en cours de chantier à l'agence. Donc nous, plutôt qu'un résultat construit, on va plutôt vous présenter un processus de fabrication de ce projet. Pour démarrer, quelques mots sur l'agence. Donc Figura est une agence d'architecture qu'on a cofondée en 2019 à Nantes.
Nous intervenons auprès des particuliers et des professionnels sur des échelles et des programmations qui sont assez variées. Donc, dans le cadre de cette présentation, nous allons plutôt vous parler de l'accompagnement qu'on a auprès des particuliers. Donc, depuis 3 ans, l'agence travaille sur des problématiques de logement individuel de façon assez large. Donc, le projet qu'on va vous présenter aujourd'hui s'inscrit en continuité de ce travail déjà amorcé. C'est un travail qu'on alimente au fil de l'eau avec des commandes, mais également des réponses à des concours et à des appels à idées. Donc assez rapidement, sur 4 projets qui constituent ce travail, la maison autour de l'arbre, qui est la réalisation d'une maison en densification en fait, dans un hameau rural de division, dans le cadre d'une division parcellaire. Et c'est une maison sur laquelle on a travaillé sur une réinterrogation des codes du pavillonnaire. Ensuite, Housing for Los Angeles, c'est un concours organisé par la mairie de Los Angeles sur la conception de 4 maisons sur une parcelle mutualisée. Le projet CLF, un projet de rénovation et extension d'un pavillon des années 80 dans un lotissement à Couëron. Et la Biennale intérieure, donc c'est un projet beaucoup plus théorique sur lequel on a travaillé sur les fondamentaux de l'acte d'habiter, concrétisé dans un logement prototypal en fait, de 25 mètres carrés. C'est pour un peu vous brosser la diversité du travail qu'on peut avoir sur le logement individuel. Donc, le projet Géométrie s'inscrit dans la continuité de ce travail en interrogeant la transformation du bâti en zone agricole. Le nom de Géométrie, c'est le nom du hameau dans lequel se situe le bâtiment sur lequel nous travaillons. Donc, c'est un hameau rural de la commune de Vigneux-de-Bretagne, donc aux portes de Nantes. Le projet en fait commence par une prise de contact de la maîtrise d'ouvrage qui cherche à avoir un accompagnement à la transformation d'un bâtiment agricole de la fin du 19e siècle pour une transformation en habitation indépendante. On voit sur l'image de gauche en fait l'ensemble de la parcelle privée sur laquelle est situé ce projet. Actuellement, le projet est situé sur une parcelle qui appartient aux parents de la maîtrise d'ouvrage, ce qui est une donnée assez importante pour la suite du déroulement du projet. La longère existante, couverte de lierre sur sa façade, appartient aux parents et ces derniers habitent encore le site. Ils sont aussi propriétaires de l'accès et du garage, donc l'annexe de garage plutôt sur la gauche de l'image de gauche. Et le projet concerne la transformation du bâti en fond de parcelle qui est visible sur l'image de droite et tout au nord, enfin tout en haut à droite de l'image. Excusez-moi. En fait, pardon, excusez-moi. À la suite des premiers échanges avec la maîtrise d'ouvrage, on a essayé de situer ce site, et ce dernier se situe en zone agricole, ce qui, comme ça vous l'a été présenté précédemment, est une zone qui est assez non permissive pour la transformation de son bâti. Enfin, du moins, c'est très difficile. Et pour des projets de densification et de changement de destination, ça l'est encore plus. Les premiers échanges ont permis de découvrir que finalement, au début des années 90, il y avait un premier permis de construire qui a été accordé à la maîtrise d'ouvrage pour la transformation de ce bâti en fond de parcelle. Et ce bâtiment agricole, à l'origine, a eu l'obtention d'un permis pour l'aménagement de ses combles. Et finalement, en fait, on a une extension de la surface habitable en considérant que cette dépendance était une extension de la maison principale adressée sur voirie. Et finalement, ça a été un peu la porte d'entrée finalement et la porte de faisabilité de ce projet, sans quoi on n'aurait pas pu du tout réaliser cette démarche et un accompagnement auprès de la maîtrise d'ouvrage. On a souhaité du coup proposer à la maîtrise d'ouvrage une étude préliminaire de faisabilité pour s'assurer de la faisabilité auprès de la mairie. Et ce qu'il faut noter, c'est que ce permis de construire, c'est vraiment une aparté, a été perdu par la maîtrise d'ouvrage, donc les parents de notre cliente. Et au niveau de l'urbanisme de la mairie, il y a eu un incendie au niveau des archives
Ce qui, du coup, en fait, crée une espèce de situation un peu ambiguë où personne n'était d'accord. Cette bâtisse avait été aménagée, mais finalement, ce sont les services des impôts qui ont un peu sauvé le projet, parce que c'est eux qui ont trouvé qu'il y avait plus de surface habitable taxée que prévu initialement. Donc, merci à eux. L'objectif du coup de cette mission, c'était de recréer un dialogue avec l'urbanisme de la ville de Vigneux-de-Bretagne et d'avoir une lecture vraiment analytique du PLU qui permette d'assurer ce projet et la réalisation de ce dernier. Donc on a pu travailler sur la lecture de ce permis et lire finalement qu'il était possible d'étendre le bâti existant de 30% de la valeur de l'emprise du bâti auquel on venait s'accoler, en restant dans la limite de 50 mètres carrés d'extension. Du coup, Figura s'est chargé de l'obtention de l'accord entre guillemets réglementaire de la réalisation de ce projet. Et la maîtrise d'ouvrage de son côté a travaillé pour établir le cadre juridique et financier du projet. Il faut savoir aujourd'hui que le projet ne comporte officiellement qu'un seul logement sur cette parcelle. Il s'inscrit comme une extension du projet principal, comme je vous le disais tout à l'heure. Malgré le fait qu'il n'y ait qu'un seul logement, il y a une pluripropriété au sein de cette même parcelle, sans indivision. Et cette pluripropriété, en fait, est rendue possible par le fait qu'il y ait une SCI familiale qui se soit montée avec le notaire en fait, des clients, et que les propriétaires actuels de la longère adressée sur voirie, donc les parents, fassent partie du montage juridique. Le dernier point assez important, c'est qu'à l'avenir, en fait, les éléments bâtis sont indivisibles et ne pourront jamais être vendus indépendamment. Ce qui est assez impactant sur la conception et aussi sur l'avenir de ce bâti et les interrogations que ça entraîne. Une fois le cadre réglementaire, juridique et économique posé, nous avons pu démarrer une mission dite un peu plus classique d'accompagnement de la maîtrise d'ouvrage sur une mission complète. Donc, lors du démarrage de notre mission complète, on a eu 2 diagnostics. Le premier, à grande échelle, on a dézoomé en fait, par rapport à ce hameau de la Jamétrie. Donc, on a à gauche une photographie aérienne de 1950-1965 et à droite une photographie aérienne de 2021. Donc, entre les deux, on peut noter quand même la transformation du parcellaire agricole avec une unification des parcelles entre 1950 et 1965. Donc avec la réduction du nombre d'exploitations et l'augmentation des surfaces d'exploitation des fermes. On a aussi un développement des infrastructures agricoles qui sont encore en activité aujourd'hui. Donc là, en 1950, on voit une ferme qui est composée de 2 bâtiments. Cette même ferme, en 2021, elle a vraiment grandi et il y a eu la création de 3 grands bâtiments de très grande surface. Donc, en fait, on voit aussi en fait, cette transformation, cette évolution du territoire agricole, ça traduit la réduction en fait, du nombre d'exploitations aujourd'hui sur ce territoire. Et donc, un certain nombre de bâtiments agricoles qui étaient utilisés autrefois comme des greniers à grains, des habitations pour les agriculteurs, qui sont aujourd'hui délaissés parce que plus utilisés. Et en même temps, ils ne peuvent pas forcément être vendus, ils ne peuvent pas forcément être transformés. Néanmoins, en parallèle à ce constat, on observe une densification entre les 2 cartes, le long de la route en fait, qui traverse le hameau de la Jamétrie. Densification qui s'est faite donc, dans cette temporalité-là. C'est la construction de pavillons de type logement individuel qui a été réalisée sur les terres agricoles. Donc, le PLUI, aujourd'hui, il est restrictif, mais il est restrictif pour préserver en fait, les terres agricoles qui ont été grappillées dans la temporalité. Donc c'est vrai que la mesure de protection de ces terres agricoles, aujourd'hui, nous, elle nous questionne quand même par rapport à la protection qu'on peut avoir du patrimoine bâti agricole, qui est un patrimoine de qualité, comme le disait Julien, et qui date en général de la fin du 19e siècle et qui pourrait, dans le cadre d'une bonne rénovation, faire des logements de qualité. Notre deuxième diagnostic, un recensement en fait, des artefacts qui étaient sur du bâtiment existant. Donc on a recensé en fait, des faits architecturaux, des éléments en fait, d'architecture du bâtiment existant. On en a fait ce qu'on appelle un glossaire du déjà là, qui est pour nous un préalable en fait, à la conception et qui va nous servir de socle pour pouvoir garder la mémoire du bâti malgré la transformation qu'il va connaître.
le projet du coup en plan masse. Donc on voit en fond de rue la maison existante, à gauche le garage et puis tout au nord le bâtiment sur lequel nous travaillons. Donc on a maintenu un accès unique en fait pour les deux habitations, avec une seule zone de stationnement qui est mutualisée, ce qui nous permet de dégager complètement le jardin du stationnement automobile. Le jardin, du coup, il est vraiment pensé comme un espace de négociation entre les deux habitations. C'est un jardin qui va être mutualisé, on n'a aucune clôture, et c'est quelque chose qui convient tout à fait à notre maîtrise d'ouvrage. Ils ne sont pas du tout en recherche de grandes surfaces, ils viennent vraiment habiter à la campagne parce qu'ils cherchent un cadre de vie, et donc la mutualisation de services, comme le stationnement, comme le jardin, leur conviennent tout à fait. Ensuite, quelques principes qui ont guidé la conception du projet architectural. Donc, en plan, une organisation par une succession en fait, d'espaces habités. On a vraiment intégré dans le plan même les espaces extérieurs, comme la continuité du plan intérieur. Et puis la définition d'un axe de distribution et de service vertical sur la façade nord, qui est une façade donc, en limite de propriété, sur laquelle on a aujourd'hui une petite meurtrière au rez-de-chaussée, mais enfin, sur laquelle on ne pourra jamais ouvrir parce qu'elle est en limite de propriété. Donc on a choisi de dégager vraiment l'ensemble du plan pour concentrer les services et la technique sur cet axe de distribution. Finalement, en fait, du coup, ces principes, on les a appliqués dans le développement du projet et notamment sur le travail en plan proposé. Sur cette slide, vous avez en bas le plan du rez-de-chaussée, je ne sais pas si vous voyez tous, et en haut le plan du R+1. Si on reprend le principe d'espace, travailler sur la transversalité et séquencer aussi, on part d'abord sur un aménagement d'une maison qui fait 75 mètres carrés au total sur 2 niveaux. On a ce travail de séquence qui considère des espaces continus, notamment la création d'une grande pièce ouverte avec un salon séjour, cuisine plus ou moins flexible, qui crée une pièce de quasi 40 mètres carrés. Une zone technique qui est balancée sur la façade est plutôt du bâtiment, et là on a travaillé plutôt la distribution verticale des réseaux et la mutualisation en fait des gaines techniques pour essayer d'avoir la rationalité la plus prononcée possible sur le plan proposé. Comme on le disait sur le principe précédent, l'axe de service est plutôt balancé au nord en fait de la bâtisse, avec cet escalier qui sert à un R+1 avec 2 chambres et une salle d'eau. À noter une double hauteur aussi sur la partie salon-salle à manger qui, pour le coup, nous sert bien parce qu'on crée vraiment un espace qualitatif et on travaille aussi le rythme des ouvertures et les ouvertures, le séquençage des vues. Mais c'est aussi une contrainte réglementaire puisque réglementairement, on ne pouvait s'étendre que de 14 mètres carrés et voilà, et créer en fait 50 mètres carrés. On arrive à 47, donc on ne pouvait pas aller plus loin. Le travail en coupe, là on vous a mis la coupe existante et la coupe de l'état projeté. Ce qui est intéressant de noter, c'est vraiment l'épaisseur du bâti existant. On est sur des murs en moellon d'une épaisseur de 50 cm qu'on a souhaité conserver pour le développement du projet comme base en fait, de l'intervention. On avait à l'origine vraiment un bâtiment agricole sur terre battue, un travail du coup d'aménagement qui avait été fait dans les années 90 avec un plancher intermédiaire en bois, très peu isolé. Enfin, c'est comme ça que c'était fait un peu plus à l'époque, on faisait un peu moins attention. Une charpente apparente en chêne que malheureusement on n'a pas pu conserver. Et voilà, on a un discours qui était déjà en place et qui pour nous devait être un peu réutilisé pour le développement de ce projet et pour assurer la continuité un peu du langage architectural en place. Et on le voit sur l'état projeté, notre seule intervention finalement a été de surélever, de prendre entre guillemets cette toiture, de la surélever avec des élévations en briques. L'extension est elle-même traitée en briques. Et on a une continuité de ce nouveau matériau de manière à pouvoir avoir une cohérence derrière dans les matériaux choisis et surtout aussi les enduits de façade et le type d'enduit qu'on allait pouvoir positionner. Ça, on reviendra dessus un petit peu après. La coupe longitudinale de la maison qui est assez intéressante puisqu'on lit la double hauteur du coup au niveau du salon salle à manger. Beaucoup d'éléments pochés assez noirs en fait, qui sont des éléments structurels du projet. La poutre béton qui sert à parfaire le ceinturage du chaînage béton de la maison.
le plancher bois qu'on a voulu laisser apparent pour des contraintes budgétaires mais aussi esthétiques. Donc on est sur un projet qui est très dépouillé. Et on lie vraiment tout cet espace continu au rez-de-chaussée et l'intervention assez maîtrisée, assez simple au R+1. Quelques perspectives présentées en APD à l'époque. Le projet a bougé un petit peu depuis, mais en fait l'idée était de vraiment donner les grands axes de développement du projet et aussi l'importance de tenir certains détails. Il n'y en avait pas beaucoup à tenir, mais voilà, il fallait quand même, par exemple, le traitement de la sous-face de plancher, la poutre béton, la manière de la façonner. Et voilà, après, c'était une base à développer. Et aujourd'hui, en chantier, c'est vrai qu'on a encore, c'est pour ça qu'on aime bien les missions complètes, la capacité de dessin et d'ajustement sur le chantier directement avec les artisans, ce qui les aide et ce qui aussi nous aide en termes de conception. On estime que la conception ne s'arrête pas forcément à ce qu'on appelle, nous, la phase de conception. Le chantier en fait aussi partie. L'élévation maintenant de la façade sud de la bâtisse, l'état existant plutôt à gauche et l'état projeté à droite. Ce qu'on a trouvé intéressant en fait sur cette façade existante, c'est son ordonnancement. On n'a pas réellement d'alignement. On a des existants, comme on le voyait tout à l'heure sur les artefacts, avec des linteaux granit doublés de linteaux bois qu'on a souhaité conserver. Le moellon qu'on voulait remettre aussi en valeur et essayer de minimiser l'impact de notre intervention, de l'extension et de la surélévation. Le travail plutôt sur la façade ouest, où là, le travail des ouvertures et du coup, de l'ordonnancement continu se retourne. On a essayé de vraiment axer notre travail des ouvertures sur la création de points de vue, mettant à distance la maison existante, qui est vraiment un vis-à-vis assez proche de cette bâtisse. Et aujourd'hui, en fait, quand on se trouve dans la maison, sur les photos de chantier que vous allez voir après, on ne voit pas le bâti existant, la longère existante sur voirie. Une projection 3D à l'époque pour le permis de construire, avec un travail sur l'enduit à la chaux, qui était un élément de liaison entre le bâti ancien et l'intervention neuve, on va dire. La rehausse du linteau granit pour création d'une porte d'entrée, du fait de décalage de niveau et de l'implantation de dalles par rapport au niveau naturel. Et oui, des positionnements aussi différenciants des menuiseries extérieures. On a un vrai travail de positionnement à des nus en fait, différents de la maçonnerie, qui permet d'apporter sur la zone d'extension, et on ne le voit pas réellement, mais sur la zone de surélévation, ce n'est pas le même nu. On a 3 nus différents. Ici, on est au nu intérieur de la maçonnerie. En moellon, ouais. Il y a une feuillure existante. On traduit une épaisseur de... Pardon. En fait, au niveau de la porte d'entrée, on est au nu intérieur de la maçonnerie. Hop. Ce qui traduit vraiment l'épaisseur du mur en moellon et révèle en fait le caractère vraiment ancien du bâtiment, alors qu'au niveau de l'extension, on va être au nu extérieur de la maçonnerie, ce qui vient apporter vraiment une touche très contemporaine. Enfin, voilà, on a joué en fait sur ce mélange entre le maintien de l'existant et du traditionnel, mais en même temps une touche de contemporanéité assez forte sur le projet. Quelques photos de chantier, parce que le projet est toujours en cours. Les fenêtres sont posées depuis hier. Ça, c'était après dépose de la charpente et de la couverture. Donc, on était déjà sur quelque chose d'assez imposant pour la maîtrise d'ouvrage qui avait depuis 40 ans la même visu sur ce bâti ancien. On avait déjà commencé à préparer l'assise de la zone d'extension. Et là, on préparait le frangement et le retrait complet en fait, du pignon ouest de la bâtisse. Quelques photos après le coulage de la dalle, les renforts, les jambes de force à positionner pour le renfort, en fait, le cintrage de la bâtisse, et être sûr que n'allait pas avoir des petits problèmes par la suite. Et en attente en fait de réaliser le chaînage d'assises de la surélévation et la poutre transversale qui venait vraiment compléter le ceinturage. Là, le travail d'élévation en briques, ça paraît très court, mais c'était moins court en fait sur le suivi de chantier. C'était même un peu trop long.
L'élévation en briques avec traitement thermique, ce qui nous permet de réduire vraiment l'épaisseur du complexe mis en œuvre, notamment pour répondre à des questions, les questions de réglementation thermique. Une vue aussi sur la photo centrale de la vue dégagée sur le champ. C'est dommage qu'on ne puisse pas créer d'ouverture parce qu'il y a vraiment un champ, une zone agricole vraiment à perte de vue. C'est un site assez exceptionnel. Et la jonction aussi entre les briques et la pierre vue, le moellon existant, qui malheureusement dans un premier temps ne sera pas traité, mais sera retraité dans un second temps. Le projet du coup avance. On a un façonnage assez particulier des linteaux et en fait de tous les supports pour les menuiseries extérieures, notamment celles qui sont posées au nu extérieur. Ce qui est un peu une particularité pour des maçons qui travaillent un peu sur du bâti plus traditionnel, on va dire. C'est plutôt une singularité. Donc il faut vraiment les accompagner. C'est pour ça que le suivi de chantier aussi a son intérêt et nous, on aime particulièrement le réaliser. On aperçoit en fait la poutre béton qui est coffrée à la planchette. On a décidé de la laisser apparente et du coup, la manière dont cette poutre a été coulée en fait importait vraiment beaucoup et ce que les maçons ne comprennent pas forcément à l'origine. Et là, on les a vraiment accompagnés. Ça leur plaît assez que leur travail finalement reste assez apparent dans le temps. Et quelques détails, notamment le positionnement des chevrons aussi au nu intérieur de la race du pignon, de manière à éviter d'avoir un saulin trop épais. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. La pose de la charpente en épicéa, qui a eu lieu il y a 3 semaines, avec une volonté de dégager le plus possible les espaces du R+1 et notamment l'espace habitable. Donc les potelets en fait ont été positionnés vraiment au nu intérieur de la maçonnerie et on reprend le langage un peu de l'existant malgré le fait que ça ne soit pas en chaîne avec des poinçons et entraies des fermes apparentes. La poutre béton quand même. Le façonnage un peu plus en détail, qui permet en fait de recevoir le plancher bois qui va être présenté un petit peu après. La pose de la couverture en ardoise naturelle qui reprend en fait les codes du bâti ancien sur le hameau, des dalles nantaises, des bords de chevrons et des éléments de gestion des eaux pluviales traités en zinc naturel. Le plancher bois en cours de pose, donc ce fameux détail avec l'appui sur la poutre béton, une solive en trop qui a été posée et retirée depuis, pour tenir un détail. Et c'est fini. Et le projet est toujours en cours, donc du coup, clos couvert cette semaine, et les enduits commencent la semaine prochaine. Et on a une maîtrise d'ouvrage en fait qui était vraiment partie prenante du projet, et je pense que c'est vraiment aussi un point assez important, c'est que l'étude de faisabilité a permis en fait d'avoir vraiment une relation de confiance avant même d'engager des frais qui, c'est vrai, en fait, des honoraires d'architecte, ça coûte de l'argent. Et du coup, aujourd'hui, on n'a pas dire carte blanche, mais on a un suivi qui est assez agréable à réaliser sur ce chantier. Voilà, merci. On est 5 architectes réunis en scope. On travaille depuis une douzaine d'années pour des projets de logement, pour des particuliers, également des maîtrises d'ouvrage professionnelles, notamment des logements sociaux, et puis également des projets en scolaire, des projets d'école. Alors ce projet-là, c'est un projet un petit peu particulier pour nous, puisque c'est notre habitation principale, à François et moi, qu'on a construit en 2014 avec un copain à nous, avec qui on a fait ce projet d'habitat partagé. Alors juste pour introduire un petit peu sur notre travail, sur ce projet, et puis plus généralement au niveau de Faro, quelques images de référence qui ne sont pas forcément des architectures savantes ou connues. Ici, un exemple de projet d'habitat populaire d'un quartier de Porto, habitat ouvrier du 19e. On a sorti cette image pour introduire sur la notion notamment de proximité et de densité, mais aussi sur la question de l'architecture très immersive qu'on va retrouver après dans notre projet.
Un deuxième exemple que vous connaissez peut-être davantage, qui est le Familistère de Guise, réalisé par Gaudin, pareil à la fin du 19e. C'est un projet aussi d'architecture collective, où la question du partage et des espaces communs sur une cour intérieure également est présent. Et puis enfin, des exemples plus connus d'architecture contemporaine, des architectes Lacaton et Vassal, qui, autant dans leur logement que dans leurs équipements, permettent aussi d'énoncer ce rapport assez qualitatif à la notion d'intériorité et d'immersion. Alors, quelques exemples, ouais, j'ai zappé trop vite, quelques exemples de projets qu'on peut réaliser sur la gauche de l'image, un exemple d'école qu'on a réalisé récemment sur une commune entre Nantes et Rennes, et puis des images de logement. Donc, volontairement, on a focusé ici sur ces images, sur justement cette question de l'architecture intérieure, immersive, où les enjeux de densité et puis aussi de qualité des espaces, la révélation des espaces et d'ambiance déjà existants est présent. Pareil, en fait, sur ces enjeux-là aussi, d'espaces qui vont aussi se mettre en prolongement, que ce soit des jardins d'hiver, des cours, des courées, des jardins partagés. Tous ces espaces qui vont nous permettre d'envisager aussi l'enjeu de la vie collective ou de la vie sociale au sein des projets. Alors, le projet qu'on va vous présenter donc est une réhabilitation d'une ancienne carrosserie située dans un quartier de Rezé, donc vraiment à 2 pas d'ici, donc dans un quartier d'habitat et de mixité, mais plutôt d'habitat relativement dense déjà. Ce projet d'habitat partagé donc, qui a été réalisé en 2014. Merci Pauline. Donc on est en 2013. Avec Pauline, on est locataire et on cherche quelque chose à acheter. Assez rapidement, on s'est dit qu'on voulait un projet qui soit partagé. Partagé pour 2 raisons. La première, c'est pour la notion du vivre ensemble. Ça, c'était important pour nous. Et puis la deuxième raison, c'était plus en termes économiques, de porter un projet à plusieurs. Ça permettait de le porter plus facilement. Donc on a commencé à chercher un peu partout. Donc on était en location à Nantes. Je vais vous passer tous les détails sur les différents quartiers par lesquels on est passé. Et par hasard, un peu, on est tombé sur cette annonce d'un garage, d'une carrosserie à Rezé, dans un quartier qui est très résidentiel, qui est un quartier où il y a pas mal d'extensions, où il y a pas mal de surélévation. C'est un quartier qui est en termes réglementaires en zone UNC du Plume. À l'époque, c'était le PLU. Et c'est dans un quartier qui est mixte entre du logement, du petit service et aussi du petit artisanat. Il y a vraiment une notion de ville apaisée et en fait de ville paysage aussi, qu'on se rend bien compte quand on regarde un peu cette image. C'est-à-dire que donc, ça s'est un peu clairsemé depuis, surtout sur certaines parties. Mais en gros, il y a une vraie notion de garder des îlots verts dans plusieurs endroits de ces quartiers. Donc on est vraiment sur des parcelles qui sont des parcelles aussi maraîchères, qui étaient des anciennes parcelles maraîchères, donc qui étaient des parcelles qui faisaient à peu près 9 mètres sur une trentaine de mètres de profondeur. Donc on est en gros sur des surfaces qui font 300 à 600 mètres carrés en moyenne. Donc voici quelques images du quartier. Donc on est vraiment sur la ville apaisée. On est sur on est sur des routes qui sont sur des voies qui sont assez calmes, qui sont en second rideau par rapport, par exemple, à la voie principale qui est la rue qui est au bout de la nôtre, la rue des Sorinières. C'est le grand axe en fait qui revient. C'est Aristide Briand.
si vous connaissez un peu. Donc il y a là au fond, vous voyez aussi c'est le quartier Saint-Paul avec l'église Saint-Paul. Donc nous, on arrive là, on trouve ce garage à ce moment-là. Le garage est abandonné, enfin il est vide depuis une dizaine d'années. C'est des gens qui l'ont, un couple, qui l'ont racheté et qui ont essayé de faire un projet dessus d'un petit immeuble. Ça n'a pas marché. Et du coup, ils le revendent. Et nous, on arrive à ce moment-là. Voilà ce qu'on trouve quand on arrive. Donc c'est un garage, tout ce qu'il y a de plus industriel, typique du 20e. Donc 2 pignons béton avec une toiture fibro, une jolie charpente métallique et un sol qui est complètement vide sur la totalité. Donc on a 300 mètres carrés comme ça d'espace vide, de dalles. Justement sur cette dalle, on a une petite problématique parce que c'est une dalle qui est en pente et qui n'est pas faite du tout pour recevoir de la charge. On va s'en rendre compte assez rapidement. Donc du coup, ça veut dire refaire des dalles pour qu'on puisse faire un projet. Donc ça, c'est la vue intérieure. Ça, c'est lors d'une des premières visites. Et là, on est rentré chez nous et on s'est dit qu'on allait proposer ça à un copain, Guillaume, qui était aussi en recherche à cette époque-là. Et on lui a dit que voilà, nous, ça nous intéressait, qu'on voulait faire un projet commun ensemble. Et en 2 jours, ça s'est fait. Donc après, il a suffi de tirer un peu sur le fil du projet, en fait. Mais il y a eu 2 soirées un peu fondatrices comme ça, où ça a été très très rapide. On a monté tout, nos envies, ce qu'on voulait faire. Donc après, concrètement, en termes juste de projet, ça c'est une vue juste après le début. Donc on a après l'achat. Là, on venait juste de retirer complètement la couverture, donc laisser à nu la structure métallique. Et juste pour que vous ayez une petite vue, donc on a complètement désossé comme ça, on a retiré la couverture, tout laissé en apparent. Et concrètement, hop, on a fait juste 2 maisons en bois à l'intérieur. Donc une première maison qui donne sur la rue, un petit patio, une deuxième maison et puis un petit patio sur le fond. On a rigoureusement les mêmes surfaces, bizarrement. On a 105 mètres carrés. C'était pas trop fait exprès. On s'est un peu, ça a vraiment été assez, au final, vraiment 2 maisons assez identiques qui fonctionnent pas du tout de la même façon. Après, concrètement, le projet, on l'a fait comme ça. À cette époque de cette image-là, on ne savait pas qui allait avoir la maison. Nous, on avait bien une petite préférence quand même pour la maison qui était sur la rue. Et juste, on a discuté avec Guillaume, notre copain, qui, lui, préférait celle qui était à l'arrière. Donc, du coup, on s'est un peu répartis comme ça. Ça s'est fait très, très naturellement. Après, juste en termes réglementaires et puis dépôt de PC, et ça s'est plutôt passé assez rapidement parce qu'on a été assez réactif aussi. Ça a été un projet qui a été assez vite à déposer pour des questions de compromis et puis de date de vente. On était complètement dans les clous en termes réglementaires. Donc, concrètement, on n'a pas eu réellement de difficultés à déposer et avec la mairie. On a même senti qu'il y avait une certaine volonté de densité de qualité dans la mairie et dans tous les intervenants avec qui on a pu discuter. Donc voilà, nous ça s'est passé ça s'est plutôt bien passé.
Juste peut-être quelques éléments sur le montage. Donc il y a eu effectivement la phase de permis de construire. C'est un projet qu'on a monté sur le montage de la copropriété. Donc assez simplement, il y a 2 lots individuels dans cette copropriété qui font exactement la même surface. Comme on l'a dit tout à l'heure, chaque maison fait 105 mètres carrés et a un patio, un espace extérieur qui fait à peu près exactement la même surface. Ce qui nous a permis de diviser tout simplement l'achat du hangar par 2, en 2 lots d'acquisition. Donc on a au niveau de cette copropriété un 3e lot qui est une partie commune. Donc le projet, parce qu'il est très intérieur, il n'est pas très facile à montrer en photo, même si on vous montrera des photos après, puisque c'est déjà construit depuis un petit moment. Mais voilà une grande coupe qui permet de voir un peu depuis la rue jusque le fond de parcelle l'organisation finalement fonctionnelle de la copropriété. Donc vous voyez sur la partie côté rue, la première maison sous laquelle est installée une première partie commune qui comporte 3 places de stationnement. Comme on fabriquait 220 mètres carrés en copropriété, on a pu produire 3 places de stationnement partagées. En vérité, ce garage nous sert essentiellement de garage à vélo aujourd'hui, mais on était réglementaire au niveau des stationnements. Puis ensuite, il y a un grand passage qui est en jaune donc sur le dessin, qui traverse complètement tout le linéaire du hangar pour desservir l'ensemble des espaces, donc chacune des maisons, puis chacun des jardins également. Vous voyez également sur cette image que la maison numéro 2 est légèrement en contrebas de la maison numéro 1. Ça nous permettait tout simplement de respecter la règle du premier rideau et du second rideau. Donc côté rue, on a pu plutôt surélever au-dessus du garage pour créer les volumes de chambre, tandis qu'en fond de parcelle, on n'avait pas le droit de surélever, donc on est venu légèrement descendre la maison 2 d'une 50aine de centimètres afin de pouvoir construire dans le niveau du gabarit existant. Ce faisant, on récupérait en fait à peu près le niveau de la rue, puisque comme l'a dit François tout à l'heure, il y avait une pente sur la dalle existante. Donc voilà des images de plans habités. Ce sont des dessins qu'on aime beaucoup faire aussi. On retourne souvent dans les projets qu'on construit pour aller voir comment les choses vivent. Donc là, on a eu l'occasion de pouvoir le faire facilement puisqu'on habite dedans. Mais voilà, c'est un plan qui représente aussi évidemment les espaces et puis surtout la manière dont ils vivent. Donc en jaune, ce sont toutes les parties extérieures. Donc ce n'est pas forcément des parties communes. Il y a 2 patios qui sont individuels, un en L sur la maison 2 et un au centre qui appartient exclusivement à la maison 1. Je dis exclusivement, même si vous verrez tout à l'heure sur les photos, les choses parfois se brouillent un peu plus, notamment pendant des périodes de confinement où il y a plusieurs enfants qui cohabitent dans un espace ouvert. Alors l'adressage de chacune des maisons est individuel également. Chacun a son interphone et sa sonnette sur la rue. Et puis après, hop, on débouche dans un espace commun, qui est aussi le support de la vie collective. Donc on met les vélos, les poussettes, les trottinettes, etc. Et puis on a sur le fond un cellier buanderie commune avec nos machines à laver. Dans les parties communes, il n'y a pas de charge commune. Chaque maison a son branchement d'eau individuel. Et voilà. Donc il n'y a pas de problématique de charge dans cette petite copro. Il n'y a pas de sujet sur les charges courantes, j'entends. Une coupe dans l'autre sens. Donc la rue est de l'autre côté cette fois. Et on voit l'intérieur des maisons. Alors la maison 1, elle fonctionne, qui est la nôtre, elle fonctionne avec sa pièce de vie au rez-de-chaussée. Et puis 3 chambres à l'étage avec également une salle de bain à l'étage. Elle est complètement ouverte sur le sud, sur son patio. Et puis la maison 2, elle fonctionne un peu différemment. La pièce de vie est en L, autour d'un patio en L, avec une chambre aussi en bas et puis 2 chambres à l'étage. Donc maison très différente et pour autant exactement le même lot de copropriété, exactement le même coût de travaux au départ. C'est un projet un peu collectiviste. Donc voilà une image d'ambiance. Où on va rentrer un peu plus dans le détail de la construction. Ce sont 2 constructions qui ont été donc des maisons en bois bâties sous à l'époque la RT 2012, la réglementation thermique. On n'a pas eu trop de mal à respecter la RT parce qu'en fait on était très bien orienté du nord au sud dans la profondeur. Donc en fait les maisons sont complètement orientées, comme on voit cette grande baie, au sud.
et puis aussi avec des fenêtres plutôt à l'ouest. On avait de la chance, comme vous le voyez, sur le grand pignon latéral ouest, il y avait des baies existantes donnant chez le voisin, et le voisin avait eu la politesse, on va dire, de ne pas construire devant. Donc ces ouvertures aussi sont restées, qui créent évidemment quand même des dégagements dans la grande profondeur. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un projet de densité, d'intériorité et de gestion des proximités. Ah, j'en ai d'autres. Oui, j'en ai d'autres parce que, comme je le disais juste avant, la question de la lumière est assez importante puisqu'on est dans un projet très intérieur. Donc ça, c'est une photo de la maison 2 avec aussi une double hauteur. C'est encore une photo de chantier avec le placo pas encore peint. La plupart des espaces sont doublement ou triplement orientés. En fait, on a beau être très intérieur, et ben, il y a plein de fenêtres pour justement amener de la lumière. Ça veut dire que des fois, on a des fenêtres qui sont très à proximité d'un arbre, d'une plante ou même d'un mur. Mais ça, c'est des proximités qui nous intéressent pas mal. Finalement, le fait de vivre très proche fait qu'il y a une intimité, un respect qui s'impose de lui-même. Alors ça marche en tout cas quand on est deux maisons comme ça. Donc très vite, le fait de vivre ensemble nécessite des règles tacites, notamment nos enfants qui sont quand même encore en bas âge. Ils savent très bien maintenant à quel moment ils peuvent aller jouer ensemble ou à quel moment il faut respecter. Évidemment, les portes sont toujours ouvertes, mais ils savent très bien quand ils ont droit de rentrer ou pas rentrer dans la maison du voisin ou de la voisine. Donc voilà ces images de passage, ce passage commun, les vélos, les plantes, la végétation qui a repris le dessus aussi. Puis comme vous le voyez, on a délibérément travaillé sur des matériaux qui sont bruts et qui sont laissés aussi à l'état presque vraiment de l'état existant. On n'a même pas repeint certains murs du garage. Donc voilà, il y a une ambiance un peu de vie intérieure-extérieure qui est amenée aussi par ce travail des matériaux. On a travaillé dans une économie de projet très très maîtrisée. Donc sur ces constructions, on a aussi des bardages très peu chers. On a voulu mettre plutôt les sous, notamment dans les menuiseries, comme vous avez pu le voir. Voilà la végétation qui a repris ses droits. On a de la chance d'être sur une nappe. En fait, en dessous de la poussette là, que vous voyez sur la photo, il y a un puits qui est partagé avec également la maison d'à côté. Donc on partage le puits à 3 maisons et qui nous permet d'arroser les jardins intérieurs et puis également de renvoyer sur les eaux des WC des 2 maisons. Voilà les ambiances d'été dans les patios. Ça, c'était tout au début de la construction. Les végétations sur la photo de droite n'avaient pas encore beaucoup poussé. Et puis sur la photo de gauche, c'est maintenant. Donc la grande profondeur du passage du nord au sud. Et puis ça, c'est une photo aussi très récente où on voit bien les profondeurs aussi lointaines sur les vues sur les jardins et l'ambiance très domestique dans ce quartier-là de Rezé. Donc évidemment, la végétation se plaît très bien quand vous êtes sur un endroit comme ça qui est protégé des vents, qui a directement une nappe phréatique dessous, ça pousse très très facilement. Donc je te laisse peut-être sur les parties plus... On va faire un petit retour juste en arrière, juste sur la construction. Donc c'est une maison RT 2012, c'est une construction assez bas carbone. Du coup, on est en mur à ossature bois avec plancher bois et de la maçonnerie pour tout ce qui est partie plancher qui ramène une certaine inertie. Donc on est dans l'utilisation de matériaux qui sont très simples et très sobres. Chez nous, c'est une dalle béton qui a juste été un peu poncée. Voilà, du coup, là, en termes d'économie de construction, on est à peu près à 1 800 € du mètre carré coût construction. Et là, on fait vraiment un gros retour en arrière. Il n'y a plus rien. Il n'y a même plus de dalles. Ça a été le moment le plus... le moment de la maçonnerie, qui est toujours un peu impressionnant, en plus dans des endroits comme ça qui sont dans une densité où il y a pas mal de maisons qui sont autour. Là, du côté
de ce côté-là, on a fait une reprise en sous-œuvre. Là, c'est le décaissé qui a été réalisé pour la maison 2 de Claire et Pablo maintenant. Et de l'autre côté, on a un jardin comme ça. Donc, du coup, on était un peu plus serein sur cette question-là, sur la question de l'étaiement. Mais cette phase, oui, a été de maçonnerie a été celle où on a serré le plus les doigts. Après, on est arrivé sur... c'est vraiment des systèmes qui sont très simples, hein, de mettre des dalles, du mur à ossature bois, et après, la structure métallique ne pouvait pas encaisser complètement la charge de la toiture. Donc on a rempané et on a fait 2 structures qui sont complètement différentes et séparées. Donc la structure métallique, elle supporte un peu, mais elle ne supporte pas tout. Il y a une structure qui est au-dessus. En tout cas pour chez nous. Le choix de la construction en ossature bois, c'est parce que parce qu'on déjà on en faisait pas mal et parce que c'est très rapide. Dans un contexte de densité comme ça, c'est très facile à utiliser. Ça fait des chantiers très propres. On a une image comme ça, donc ça c'est l'entreprise de charpente qui préfabriquait forcément ces bouts de murs et qui les ramenait sur place. Donc forcément la maison se monte très très rapidement, c'est juste des grands pans qu'on lève. On a eu quand même des petites questions, les questions qui sont pas mal posées, c'est celle des pénétrations de la charpente métallique dans les murs à ossature bois, donc des questions d'étanchéité tant à l'air qu'à la pluie. Toutes les parties en général qui ont, il y a une pénétration de l'une dans l'autre, sont couvertes. Donc ça aussi, ça nous a permis de gérer un peu ces éléments-là un peu plus facilement. Là, c'est juste donc dans la maison 2, c'est juste un élément de charpente comme ça qui après est resté un peu apparent au final. Donc c'est pour vous montrer un peu ces interpénétrations de ces 2 structures. Juste pour finir sur cette partie, ça a été aussi un projet qui a été assez partagé par tous les copains et par des aides autour, parce que c'était un projet qui était avec un budget qui était assez serré. Donc on a fait toute la démolition, la dépose de toute la toiture aussi, qui était du fibro. Donc tout ça, ça a été fait très rapidement, dans les règles et en 2 jours en fait. Donc là on en voit quelques images. C'est un projet vraiment on a eu beaucoup d'aides de partout. Donc ce côté partagé là aussi, ça a été hyper intéressant et le projet, le chantier a duré de début mai et on a emménagé en fin décembre. Donc ça a été assez rapide. Et nous, après, on a fait aussi tout le second œuvre à partir d'août, qui était le clos couvert. Et je passe... Ouais, je voulais juste rajouter un truc sur le chantier par rapport à notre ami Guillaume, qui était aussi notre client. Nous, on a géré l'ensemble de la maîtrise d'œuvre dans le cadre d'une mission complète. Et donc, qui a été de l'esquisse, et puis comme ça a été raconté tout à l'heure, les différentes phases de projet, y compris le suivi de son chantier. Donc, on avait un peu cette double casquette, comme on a un peu aujourd'hui, d'habitants et d'architectes. Mais par contre, sur le chantier, les choses étaient assez claires. On est passé en entreprise encore d'état séparés, et il y avait un suivi de chantier relativement classique pour les 2 maisons. Sauf que, comme l'a dit François, nous, on a réalisé un peu plus nous-mêmes de second œuvre, que Guillaume, lui, avait fait faire l'ensemble de son projet. Donc lui, il n'était pas du tout dans le bâtiment au départ. Guillaume, quelques années après, a changé de profession et donc a déménagé et donc a revendu sa maison. Enfin, ça aussi, pour vous reposer le contexte de la copropriété, ce sont encore une fois 2 lots complètement séparés qui sont... 2 habitations, presque comme des appartements d'un immeuble.
Alors évidemment, on a rencontré nos nouveaux voisins, mais qui ont acheté la maison sans nous rencontrer. Claire qui est là notamment. Ils ont visité les lieux, donc ils ont bien compris le contexte évidemment de densité et de partage des espaces. Mais finalement, c'est aussi pour vous dire que c'est un projet qui fonctionne tout à fait de manière très autonome. Alors ces photos semblent un petit peu contredire mon discours quand même. Ça, c'est des photos du confinement. C'est juste pour refermer un petit peu la parenthèse sur les espaces partagés. Voilà, donc les petits gamins de Pablo et Claire, les nôtres, évidemment, partagent beaucoup ces espaces. Alors le grand passage pour la trottinette, c'est super. Et puis les quelques restes de pentes existantes, c'est pas mal aussi pour le skate. Donc voilà une image un peu pour conclure sur le sens un peu de cette vie partagée. C'est surtout ça en fait l'origine de ce projet, même s'il y a des qualités dans cet existant qui sont les qualités du loft, enfin voilà, que vous reconnaissez tous. C'est des images assez classiques finalement d'architecture, de grands espaces. Mais nous, ce qui nous a surtout importé de construire, c'est effectivement ce petit bout aussi de vie collective. Merci en tout cas à vous. Moi, j'en ai une qui va peut-être être un peu clivante dès le début, mais dans la réalité, c'est des super projets, mais la plupart des gens, ils galèrent à trouver des architectes parce que les architectes, ils n'ont pas le temps. La plupart du temps, c'est les constructeurs qui construisent dans ces espaces-là, ou dans d'autres, plupart du temps, c'est des gens qui achètent des garages pour en faire des immeubles. Donc en fait, là, on est sur la question... Moi, ma question existentielle, c'est de me dire comment on fait pour, comment les architectes pourraient faire pour faire davantage de beaux projets comme ça. Parce que ces beaux projets-là, ils prennent beaucoup de temps, beaucoup plus que de démolir pour reconstruire. Et ça coûte... Alors là, c'est une question, parce que je ne suis pas sûr de ce que j'annonce, mais ça paraîtrait coûter beaucoup plus cher. Ce qui n'est pas forcément le cas dans ce que vous évoquiez. Mais en tout cas, là, moi, je lance des grands sujets qu'un particulier poserait comme question quand il veut avoir envie de reconstruire. Merci pour votre question. Vous avez raison de rappeler qu'on a une responsabilité dans l'acte de bâtir. On a une responsabilité aussi vis-à-vis des projets, sans doute qu'on choisit et ceux vers lesquels on se tourne. Nous, on a toujours travaillé sur deux échelles. Sur l'échelle à la fois de projets un peu plus d'ampleur, comme on a pu présenter tout à l'heure pour des maîtres d'ouvrage professionnels et notamment sur du logement social, ce qui nous amène une compétence en fait de travailler sur des coûts très maîtrisés. Donc effectivement, quand on a des particuliers qui viennent nous voir, souvent, on a aussi beaucoup construit en contexte périurbain notamment, sur des maisons à 1000 € du mètre carré, mais ça c'était il y a quand même une dizaine d'années, coût de construction. Et donc, effectivement, la question de la maîtrise des coûts est vraiment un sujet. Ce qui est compliqué en réhabilitation, c'est d'envisager l'ensemble des inconnus, évidemment, qu'on va avoir. Et c'est vrai que la mission de diagnostic, notamment, comme ça a pu être aussi beaucoup dit, est très importante pour ne pas emmener les gens, comme vous disiez, dans du rêve et puis ensuite ne pas maîtriser les coûts. Donc la question de la maîtrise des coûts, c'est quelque chose qui quand même, je suis d'accord avec vous sur il faut travailler avec les particuliers, mais de travailler sur d'autres échelles de projet nous permet aussi d'avoir une maîtrise technique et une maîtrise des coûts qui permet d'envisager aussi plus globalement, on va dire, la filière de la construction et du vivre ensemble. Sur le renouvellement de la ville sur elle-même, c'est sûr, vous avez raison, hein, plein de projets échappent aujourd'hui disons à l'habitat déjà. Ce garage, en fait, nous qu'on a réhabilité, c'était un tout petit truc qui a fait qu'il ne pouvait plus être un garage ou un atelier. C'est que la rue a légèrement été modifiée et donc les gabarits camions, tout simplement, dans la rue qu'on a montré, ne passaient plus. Donc il y avait aussi finalement ce contexte, en fait, l'ensemble du contexte. On travaille de manière située. Donc on n'est pas tout seul, on intervient dans un contexte réglementaire, un contexte culturel, et puis voilà, tous ces enjeux un peu politiques que vous avez pointés. Ce projet-là, il est sorti à entre 2500 €, tout compris, y compris foncier, du mètre carré pour la maison 1, la nôtre, où on a un peu participé à la construction, et 3000 € du mètre carré pour la maison 2, qui était faite complètement, compris mission d'architecte. Donc ça, c'est du coût de construction neuf en 2014, normal, puisque ce sont des constructions neuves RT 2012.
Donc on est sur des coûts voilà, assez maîtrisés, ce qui nous a permis de faire aussi cet achat d'un hangar existant. Et je pense qu'enfin, c'est la même chose pour nous tous. Les cabinets d'architecture travaillent de manière générale quand même avec beaucoup de bienveillance avec les particuliers. On sait très bien qu'un projet pour un particulier, c'est un long chemin qui est compliqué depuis l'acquisition, l'obtention du prêt bancaire, les travaux, la recherche d'un architecte avec qui ça va bien fonctionner. Dans le cadre du projet Géométrie, ce qu'on n'a pas dit, c'est que la maîtrise d'ouvrage, elle s'est gardée un certain nombre de lots. L'électricité, la plomberie, le VRD, le placo, la peinture, la cuisine. Donc c'est des lots que nous, on ne maîtrise pas du tout. C'est pas forcément un choix de sa part en premier lieu, mais c'est ce qui lui permet de rendre possible son projet, en fait, parce qu'elle connaît des artisans et ça lui permet aussi de réduire nos honoraires. Donc voilà, nous, je pense qu'on est un peu tous dans cette situation-là. On est aussi en capacité d'apporter de la flexibilité dans notre manière de faire pour rendre possible vos projets. Moi, je rajouterais juste, effectivement, dans tous les projets que je suis, d'autant plus en rénovation, on a toujours des grosses surprises. La faisabilité, elle est importante aussi, parce qu'effectivement, même si on fait une estimation au mètre carré au début, les devis artisans vont forcément varier. Donc à partir du moment où on a tous les devis artisans, à un moment donné, on peut effectivement jouer sur des phases ou des curseurs, c'est-à-dire qu'à partir de là, quand on a tous les devis, on peut dire, alors moi souvent, c'est vrai que dans mes projets, de manière générale, c'est les démolitions. Sur une facture à 100%, en fait, il y a 30% de matériel, 100% de main-d'œuvre, 70% pardon, de main-d'œuvre. Donc sur la démolition, sur le fait de déposer des toits en amiante, donc tout ça. Et c'est vrai que très souvent, ça génère des partenariats avec des potes qui arrivent ou des choses comme ça. Donc ça, c'est vrai que la démolition et puis les finitions, c'est vrai que c'est assez simple. Ou alors on finit par s'y mettre. Nous-mêmes, mon conjoint est architecte aussi, pour notre projet perso, on s'est retrouvé dans un projet similaire au vôtre. Et du coup, on a eu à un moment donné 40 000 euros, effectivement, on ne les avait pas. Donc, on a fait du ragréage pour la première fois, on a regardé des petites vidéos YouTube, on a fait ce qu'on a pu. Et puis, en fait, aujourd'hui, on est content, en fait, effectivement, de ce qu'on a fait. Et on a fait des choix assez sobres, pour ne pas les citer. J'ai une cuisine Ikea, et puis quand on pourra, on la changera de tête. Mais voilà, et c'est vrai que nous, on est là pour vous guider justement dans ces choix-là, sur vos priorités à vous, sur ce que vous pouvez faire pour gérer le budget, effectivement, au mieux. Moi, j'en profite juste pour déjà vous remercier d'être venus si nombreux et aussi de vous annoncer de vous réannoncer le prochain rendez-vous. Si tu peux passer juste la slide, François. Le prochain rendez-vous, justement, Habiter, Travailler, jeudi 24 novembre à 18h30, où là, on travaillera plutôt justement, où on va essayer de voir comment tout ce qu'on a vécu depuis 2-3 ans, comment on fait pour gérer à la fois l'habitat et en même temps le travail. C'est ce mixte pas si facile. Donc voilà, je vous invite à passer justement juste à côté si vous voulez. Merci.